Alors bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Vous remarquerez l'absence du fabuleux Dominique Fortier qui a dû remplacer de façon abrupte et momentanée un journaliste à Matane. Donc, me voilà sans préavis devant vous. Vous m'excuserez si je vous fais un peu la lecture des nouvelles. En deuxième partie, deux invités très intéressantes, alors je vous réserve la surprise. Alors, commençons. Alors, on parle ici du traversier, la saga du traversier de Matane. Dans une allocution organisée le 17 avril, le PDG par intérim de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaux, a annoncé que la compagnie était sur le point de faire l'acquisition du Sarema pour 39 millions. Son entrée en fonction à la traverse Matane-Godbout-Bécomo est prévue pour la mi-juillet. D'autres solutions sont en réflexion présentement en attendant l'arrivée de ce prochain navire de relève permanent. La STQ a officialisé mercredi les démarches d'achat entreprises en Allemagne pour acquérir le NM Sarema, IL en estonien, un traversier à pont ouvert construit en Norvège en 2010 pouvant accueillir simultanément 150 véhicules et 600 passagers. Il s'agissait de l'un des mandats prioritaires demandés à M. Lafaux lors de sa nomination en janvier. Doter la compagnie maritime d'État d'un traversier de relève permanent plus moderne que l'Apollo, mis au rencard en mars à la suite de plusieurs ennuis mécaniques, dont 2 accidents au quai de Matane et Godbout. Une offre d'achat conditionnelle de 39 millions a été déposée début avril par la STQ, comprenant notamment une clause incombant la responsabilité du voyage du navire jusqu'au Québec au vendeur, ainsi que la remise en état complète du traversier à la suite d'une collision survenue au port de Cuxhaven avec un cargo lors d'essais en mer le 27 mars. Donc ça annonce très bien. Un capitaine de la STQ et 2 chefs mécaniciens voyageront à bord lors de cette traversée de l'Atlantique d'une durée d'environ 1 mois qui devrait débuter après Pâques pour commencer à se familiariser avec le bateau et réduire au maximum ses délais de mise en service à Matane. Avant de rejoindre de façon permanente la flotte de la STQ pour plusieurs décennies, offrant à cette dernière une plus grande flexibilité qui devrait réduire le risque de revivre une saga équivalente aux nombreux soubresauts connus cet hiver, le Sarema devra franchir plusieurs étapes précédant sa mise en service. Le navire, dont l'arrivée à Québec est prévue à la mi-mai, devra en effet être dédouané, immatriculé et soumis à plusieurs formalités administratives liées à sa mise aux normes maritimes canadiennes, qui impliquera des travaux, entre autres, sur les écoutilles, les issues de secours, les ascenseurs, les appareils de navigation, les rampes des véhicules et le système de lutte contre les incendies. L'opérationnalisation d'un navire est un processus complexe. Il importe d'en suivre rigoureusement les étapes. Même si nous avons tous très hâte qu'il soit en service, il est hors de question que le Sarema prenne la mer si nous ne sommes pas pleinement satisfaits des conditions sécuritaires de sa navigation, a déclaré Stéphane Lafaux, selon qui le navire, à la suite des essais prévus en mer et de la familiarisation des équipages, devrait entrer en fonction à la traverse de Matane vers la mi-juillet, le temps d'obtenir les certificats de navigation nécessaires. Alors, on rappelle que beaucoup de gens en Haute-Gaspésie travaillent dans le nord ou à d'autres endroits qui nécessitent la traverse. Et dans les derniers mois, c'était un véritable enfer. Donc, on avait trouvé des bateaux de rechange, des avions, etc. Et tout tombait en panne. Ça allait pas bien. Alors, on souhaite la meilleure des chances aux nouveaux bateaux. Pêche et Océan Canada procède actuellement à d'importants travaux d'aménagement au quai de Tourelle. Ces travaux estimés à 100 000 $ consistent à réparer la protection en enrochement ouest à l'intérieur du Havre. Selon la maîtresse de port Gisèle Servant, ces réparations étaient essentielles pour la sécurité des bateaux et des pêcheurs. La digue avait été initialement faite de petites roches, ce qui avait pour conséquence qu'elle déboulait dans le Havre lors des intempéries. Ça devenait dangereux pour les bateaux qui venaient accoster ici. C'est lors d'une inspection printanière de Pêche et Océan Canada que la problématique a été constatée. L'organisme gouvernemental a donc décidé de remplacer la petite pierre par de l'enrochement plus solide. Depuis que le quai a été refait à neuf, c'est le dernier élément qui restait à changer, précise Gisèle Servant. Rappelons que des travaux majeurs de reconstruction du quai de Tourelle avaient été réalisés en 2012-2013 après les grandes marées qui avaient fortement endommagé les structures 3 ans auparavant. Les travaux avaient coûté 3 millions de $. Quant aux réparations en cours, on estime que ceux-ci devraient être terminés d'ici la fin du mois d'avril.
Donc, le port de Tourelle qui est très important pour les pêcheurs de la région, c'est une très bonne nouvelle. Moins bonne nouvelle, pour continuer, le Calac de la Beaume-Gaspésie se voit fortement pénalisé tant au niveau associatif que sur le plan financier depuis que l'organisme a décidé d'étendre ses services aux hommes victimes d'agressions sexuelles. Au départ, le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel, le RQ-CALAX, avait été clair qu'il était hors de question que la vocation féminine soit étendue aux victimes de sexe masculin. Selon la directrice du Calac La Beaume-Gaspésie, le regroupement auquel son organisme faisait partie a été catégorique quant aux conséquences de prendre un tel virage. On nous a gentiment montré la porte. On nous a rappelé que les Calacs étaient exclusivement féminins. Conséquemment, on n'avait plus droit à aucune formation ni de vote au conseil. On perd aussi la force d'un regroupement lors de représentation auprès du gouvernement. D'ailleurs, Annick Bouchard-Beaulieu souligne que deux autres Calacs ont également été chassés du regroupement pour des raisons similaires. Toutefois, l'exclusion du regroupement n'est pas la seule conséquence pour l'organisme gaspésien de lutte aux agressions à caractère sexuel. Le regroupement a obtenu une subvention gouvernementale pour des programmes de prévention dans les écoles. De notre côté, nous avons fait exactement la même demande, soit un montant de 150 000 sur 3 ans pour le même type de programme que nous offrons d'ailleurs déjà dans les écoles. Notre demande a été refusée et on nous a donné une réponse à l'effet que nous avions supposément mal rempli notre demande et qu'il était trop tard. La directrice du Calac, la Beaume-Gaspésie, a l'amère impression d'avoir reçu une réponse de politicien. C'est comme si on nous avait dit « Vous n'allez pas être financé, donc parlez-nous plus ». Conséquemment, la perte de cette subvention force le Calac à devoir composer avec ses effectifs en place, soit l'équivalent d'une seule ressource par MRC pour offrir l'ensemble de ses services, dont la prévention dans les 16 écoles gaspésiennes. Parallèlement, les Calacs subventionnés peuvent se permettre l'embauche d'une nouvelle intervenante dédiée au programme scolaire de prévention. Selon Annick Bouchard-Beaulieu, ces interventions dans les polyvalentes ont souvent comme effet d'inciter les victimes à dénoncer, augmentant ainsi la charge de travail des intervenantes, provoquant même parfois un épuisement professionnel. Saisie du dossier, la députée de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, est intervenue à l'Assemblée nationale en interpellant la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. La députée a rappelé que les nouveaux services du Calac gaspésien semblent pénaliser ce dernier en matière de subvention. Plusieurs de leurs demandes de financement ont été refusées en vertu de programmes spéciaux. On sait que ces Calacs offrent quand même les services aux femmes. Je demande donc à la ministre s'il est possible de mettre quelque chose en place pour aider les Calacs. La ministre a avoué ne pas être au fait du dossier. J'en prends bonne note et je ferai les vérifications, a-t-elle dit. Rappelons qu'outre le Calac La Beaume-Gaspésie, il n'existe aucune autre ressource spécialisée dans la région pour venir en aide aux hommes victimes d'agressions sexuelles. Sur ce dossier-là, c'est sûr que, le Calac ici en Gaspésie a été un peu mis au fait, donc c'était pas une surprise peut-être de se voir refuser un peu ce genre de subvention-là ou la perte un peu du réseautage. Par contre, c'est un peu une situation, la société se transforme, les besoins aussi deviennent de plus en plus différents. Donc, j'ai l'impression que ça va être plus un ajustement à long terme par rapport à ce genre d'organisme-là. C'est un peu triste, mais c'est peut-être aussi le fait que ces Calacs-là, on en a 3 total, y compris celui de la Gaspésie, qui prennent le leadership de vouloir aider les victimes masculines. Bien, comme ça rentre dans aucune case présentement, donc probablement qu'il va y avoir des ajustements à venir. C'est un peu dommage, mais en même temps, des fois, quand on est les premiers à battre le sentier, bien, il y a des inconvénients qui viennent avec. Mais bonne chance pour l'organisme d'avoir peut-être des subventions spéciales pour donner un coup de pouce, parce qu'une victime, qu'elle soit féminine ou masculine, ça reste une victime, donc c'est très important d'avoir des ressources pour aider. On poursuit. Au terme d'une négociation qui aura duré près de 15 mois, le CESI3S Gaspésie s'est entendu avec le syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes en signant une nouvelle convention collective approuvée par 99% des membres. Donc, c'est assez solide comme approbation. La signature de cette convention collective entre les deux parties s'est déroulée jeudi dernier à Sainte-Anne-des-Monts. Ces derniers avaient même convoqué les médias pour annoncer la nouvelle. D'un côté, le CESI3S Gaspésie se réjouit d'avoir trouvé un terrain d'entente où tous y trouvent leur compte, autant les professionnels de la santé que la population.
L'entente est adaptée aux besoins et à la réalité des Gaspésiens et assure un bel équilibre entre les conditions de travail du personnel et des services offerts à la population, explique la présidente directrice générale du CI3S Gaspésie, Chantal Duguay. De l'autre côté, le CIEC se dit tout aussi enthousiaste, qualifiant cette entente de majeure et historique pour les travailleurs du milieu de la santé en Gaspésie. Au total, plus d'une trentaine de mesures améliorant les conditions de travail des infirmières et inhalothérapeutes ont été entérinées avec la signature de cette convention collective. On a obtenu le rehaussement dès maintenant des infirmières à des postes temps complet et le rehaussement pour les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes à 7 jours par 14 avec possibilité de temps complet dès 2021, lance d'entrée de jeu le président de la SIEC, Pierre-Luc Bugeaud. Ces nouvelles dispositions devraient aider à la disponibilité de la main-d'œuvre et aussi aider à réduire le temps supplémentaire obligatoire. D'autres gains notables, par ailleurs, mentionnons d'autres gains importants, dont des ports d'attache pour chacun des membres d'une équipe, ce qui permettra plus de stabilité dans celle-ci et moins de déplacements pour les employés. Le syndicat obtient aussi une amélioration de la rémunération pour ses membres qui devront travailler pendant leur pause repas ou leur congé férié. Le CIEC se réjouit de nouvelles dispositions incluses dans la convention collective qui devraient avoir un impact positif sur la rétention de la main-d'œuvre. Nous avons des ententes qui ne sont pas banales quant à l'attraction-rétention du personnel. Les infirmières auxiliaires qui veulent devenir infirmières seront rémunérées 7 jours sur 14 tout au long de leur étude. Quant aux infirmières qui veulent poursuivre au baccalauréat, leurs frais de scolarité seront remboursés, ajoute Pierre-Luc Bugeaud. Ça, c'est une excellente mesure. D'autres points figurent aussi au nouveau contrat de travail, font aussi le bonheur du syndicat. On parle notamment de formation adaptée aux besoins des équipes de travail. On mentionne également que les mêmes employés ayant déjà remplacé sur un poste en particulier seront rappelés en priorité afin d'assurer une plus grande stabilité dans les équipes. Finalement, pour ce qui est des établissements de santé ouverts 24 heures sur 24, il y aura obligation de l'employeur de trouver un remplaçant pour combler les postes vacants. Pendant ce temps, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a affirmé être d'accord avec les infirmières sur le fait que le temps supplémentaire obligatoire doit cesser. Nos PDG et nos établissements veulent changer complètement cette situation. Je réaffirme que notre gouvernement s'est engagé à abolir le TSO dans notre mandat et nous allons le faire. Alors, parole de politicien. Mais excellente nouvelle et de voir que le côté patronal et le côté syndical se sont entendus et que ça soit approuvé à 99 %, c'est très bonne nouvelle. Des conditions qui ne sont pas toujours faciles dans le milieu de la santé, entre autres, donc bravo. Et on poursuit. Les amateurs de bons vins et de produits de la mer pourront découvrir une panoplie de mets apprêtés par les chefs professionnels dans le cadre du 5e Salon des vins de la gastronomie Fourchette Bleue. Encore cette année, Exploramer fait appel à des chefs de renom pour cet événement qui gagne en notoriété année après année. Par exemple, Kim Côté, le célèbre chef de Kamouraska à l'origine du Phoque Bardo Burger et candidat au laurier de la gastronomie, sera au Salon Fourchette Bleue pour cette édition. On peut aussi ajouter les noms d'Alain Laflamme de l'auberge de Montagne des Chic-Chocs et Jérôme Paquette du Château La Montagne. Au total, ils seront 8 chefs à proposer des mets cuisinés à partir d'espèces issues de la liste Fourchette Bleue. Des nouveautés attendent aussi les épicuriens au Salon des vins et de la gastronomie Fourchette Bleue, à commencer par un atelier d'accord gin et fruits de mer offert par les propriétaires de la distillerie O'Dyer de Gaspé. L'école de cuisine de Rivière-du-Loup sera aussi présente pour offrir une formation en après-midi avec le chef Éric Archambault comme maître d'œuvre. Il y aura aussi le retour de la dégustation sans artifice, mettant cette fois-ci l'oursin en vedette. Le public pourra donc essayer l'espèce en vedette en version crue et nature, et je l'ai déjà fait, alors avis aux intéressés. Ça demande une petite dose de courage sur le coup, mais c'est délicieux. La directrice générale d'Exploramer, Sandra Gauthier, ce salon est l'occasion idéale de découvrir de nouvelles saveurs. Parfois, on a simplement peur d'essayer quelque chose de nouveau comme de l'oursin ou du phoque. C'est pourquoi c'est le moment idéal pour tenter le coup puisque toutes les espèces seront apprêtées par des chefs de grande qualité. Donc, ça ne peut pas être mauvais, dit-elle. Sandra Gauthier croit aussi que d'établir un premier lien entre l'espèce et le consommateur mènera à une relation d'amour à long terme. La Société des alcools du Québec de Sainte-Anne-des-Monts participe aussi activement à l'événement en proposant une palette variée de vins.
Nous sommes toujours enthousiastes à l'idée de faire découvrir à nos clients de nouveaux produits. Cet événement sera une belle occasion pour notre clientèle de déguster des vins hors du commun, a déclaré le directeur Jean-Sébastien Bourgault. Le rendez-vous est prévu pour le jeudi 2 mai, dès 14 h pour la formation, puis à 17 h pour le salon en tant que tel. Celui-ci sera d'ailleurs animé cette année par la journaliste Hélène Raymond, qu'on peut entendre régulièrement à l'émission Billets dans son assiette, diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Les billets sont disponibles au coût de 30 $ aux Sociétés des alcools de Matane et de Sainte-Anne-des-Monts. Et je vous rappelle que Fourchette Bleue met en évidence des espèces qu'on consomme un peu moins et qui tendent à vouloir diminuer la surpêche de certaines espèces un peu plus populaires. Donc, c'est le moment d'essayer autre chose. Un éboulement s'est déclaré le 16 avril sur la route 132 à Gros-Morne. L'incident, s'est produit vers 15h35 cet après-midi près de la rue de l'Église à Gros-Morne. Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec, l'éboulement n'aurait pas atteint de véhicules circulant sur la route 132. Nous avons été chanceux puisque personne ne se trouvait à cet endroit lorsque les roches se sont retrouvées sur la chaussée, précise le porte-parole Louis-Philippe Bibeau. Le ministère des Transports a été dépêché sur place pour sécuriser l'endroit et permettre la circulation en alternance en attendant que des analyses plus poussées soient réalisées sur les parois rocheuses. Nous ferons les mêmes tests qu'à Routierville. Nous ne pouvons donc pas dire pour le moment quand la circulation sera rétablie dans les deux sens, explique la porte-parole Claire Pouliot. Rappelons que samedi dernier, un autre éboulement s'est produit sur la route 132, cette fois-ci à Routierville. De l'eau s'est infiltrée dans les parois rocheuses à la suite de la fonte des neiges avait été identifiée comme étant cause probable de l'éboulement. Il s'agirait de la même cause dans le cas de Gros-Morne, à la différence que les roches étaient moins grosses qu'à Routierville. Les gens sont invités à consulter le site Québec 511 pour connaître l'état du réseau routier. Et un peu de sport avant de passer à la pause. La joueuse de hockey admontoise Léane Roy a goûté aux grands honneurs en compagnie de ses camarades des Cyclones du Bas-Saint-Laurent lors de la présentation de la Coupe Dodge qui se déroulait du 11 au 14 avril à Laval. Seule représentante de la Haute-Gaspésie au sein de l'équipe Atome B, la défenseuse Léane Roy a eu le bonheur de soulever la coupe après un parcours sans faute des Cyclones. Les filles ont commencé leur périple jeudi dernier en se frottant aux rafales de la Mauricie. L'équipe bas-laurentienne n'en a fait qu'une bouchée de ses rivales en l'emportant la rencontre de 4-1, par la marque de 4-1. Le parcours de rêve s'est poursuivi le lendemain pour Léane et les Cyclones qui ont blanchi les rebelles de l'Abitibi 1-0. Et pourquoi se limiter à un blanchissage quand on peut en obtenir deux? C'est ce qui s'est produit lors de la rencontre entre les Cyclones et les Nord-Côtiers qui s'est soldée par une victoire de 2-0. Les filles des Cyclones ont complété leur séquence victorieuse en réduisant les Hawks au silence par la marque de 1-0, consacrant ainsi l'équipe grande championne de la Coupe Dodge. Les Cyclones auront ainsi tout un exploit en accordant un seul but en 4 rencontres. Pour Léane Roy, 10 ans, qui évolue habituellement avec l'équipe Hydraulique Nord-Gaspésie dans la catégorie Atome B, il s'agissait d'une deuxième participation à la Coupe Dodge. Et voilà la fin de la lecture, parfois peut-être pénible, des nouvelles. Je vous reviens avec deux grandes dames de la région. Alors, on prend une petite pause et on vous revient dans moins d'une minute. Salut, ici Bob le chef. Je me retrouve aujourd'hui à l'Institut de protection contre les incendies du Québec pour assister à une mise à feu contrôlée. On ne le rappellera jamais assez, mais on ne doit jamais laisser cuire des aliments sans surveillance. Mais comme la plupart d'entre vous sont plus du type « on veut pas le savoir, on veut le voir », voici donc ce qui peut arriver si on se laisse distraire. Allez hop, cascade! Maintenant, ai-je besoin de vous dire pourquoi on doit toujours rester vigilant en cuisine? Si ce n'était pas suffisant, voici également pourquoi on ne doit jamais tenter d'éteindre un feu de cuisson avec de l'eau. Wow! Au Québec, c'est plus d'un incendie sur 3 qui débute dans la cuisine. Alors, je vous en prie, évitez de faire partie des statistiques. Je vous rappelle également l'importance de vérifier les piles de votre avertisseur de fumée ainsi que la date de péremption.
Nous avons l'auteur et artiste peintre Lise Tanguay qui est avec nous. Bonjour Lise. Bonjour Frédéric. Et Monique Caron, présidente, directrice de la maison d'hébergement pour femmes Louise-Amélie. Oui. Alors bonjour et que nous vaut l'honneur de ce duo aujourd'hui? Peut-être commencer par Lise? En fait, c'est moi qui ai l'honneur que le Centre Louise-Amélie m'accueille pour une participation. C'est que j'ai écrit un livre, un roman qui s'appelle Emma et Zoé, qui raconte l'amitié entre deux femmes qui se retrouvent à la fin de leur vie pour, en fait, se livrer des confidences qu'elles n'ont jamais eu le temps ou je dirais, l'occasion de faire. Fait que le Centre Louise-Amélie, on fait ensemble une collaboration. C'est que chaque livre qui sera vendu, la moitié du montant du livre ira au Centre Louise-Amélie. Oh, très belle nouvelle, c'est très généreux. Alors, Monique, est-ce que tu peux me parler un peu aussi de l'événement? Oui, bien, d'abord, je veux remercier Lise parce que c'est elle qui nous a approchés pour nous faire cette offre-là, qui était vraiment un cadeau sur un plateau d'argent. Et puis, bien, à ce moment-là, je lui ai proposé, bien, écoute, pour marquer le coup, pour annoncer de façon officielle ce mariage-là entre Lise Tanguay et le Centre Louise-Amélie, bien, on pourrait peut-être faire un événement. Donc, jeudi prochain, le 25 avril, on fait un déjeuner à la Seigneurie des Monts. Élise sera sur place pour dédicacer des livres pour les gens qui souhaiteront s'en procurer. Et je l'ai lu. Je sais que Lise va être beaucoup trop humble pour le mentionner, mais j'ai trouvé qu'elle a une plume extraordinaire. Moi, je ne suis pas une personne qui lit des romans dans la vie. Je lis des livres de gestion, de psychologie, des choses comme ça. Je décroche beaucoup du travail. Oui, je vois ça. Mais je l'ai lu en une seule journée. D'un trait, j'ai trouvé que la plume est extraordinaire. Alors, je le dis pas simplement parce qu'il y a une association, puis ça va rapporter des sous Centre Louise-Amélie, mais vraiment, c'est un très, très beau roman. Alors, on tenait à faire l'événement un petit peu avant la fête des mères parce que je trouve que c'est un cadeau idéal pour les mères qu'on connaît autour de nous. Le livre est très abordable à 20 $. Et ben, pourquoi pas profiter aussi de l'occasion pour venir déjeuner à la Seigneurie des Monts, manger de délicieuses crêpes bretonnes. Joindre l'utile à l'agréable. Oui, et puis on a choisi une formule déjeuner aussi parce que ben, c'est une formule qu'au Centre Louise-Amélie, on utilise peu, en fait. On fait souvent des 5 à 7 ou des soirées conférences, des choses comme ça. Et on se disait, ben, autant pour les gens qui travaillent, comme ça débute à 7 heures, on n'est pas obligé d'être là tout le long. C'est de 7 h à plus ou moins 9 h 30. Alors, on appelle pour réserver. On indique l'heure qui nous convient. Donc, même pour les gens qui doivent se rendre au bureau après, bien, c'est possible. On déjeune à 7 h, on ne se rend pas travailler après. On a notre beau livre dédicacé, ou quelques-uns, parce qu'on va en offrir un cadeau. Oui. Et pour les gens qui n'ont pas d'occupation officielle cette journée-là et qui veulent se lever un petit peu plus tard, bien, c'est possible aussi. Puis, ce sera possible de pouvoir jaser un petit peu avec notre magnifique auteur, Haute-Gaspésienne. Certain. Est-ce qu'il faut appeler à la Seigneurie ou chez Louise-Amélie ou les deux, ça fonctionne? C'est surtout à la Seigneurie là, qui s'occupe des réservations. Alors, c'est le 763-5308. Parfait. Et on réserve avant parce que, évidemment, ça simplifie la planification, effectivement. Je vois qu'il y a une affiche, donc déjà, les gens ont peut-être pu voir cette affiche-là au travers de la j'espère. Sinon, bien... les gens qui nous écoutent le savent maintenant. Non, c'est bien. On parle de la Seigneurie. Je retourne vers Lise. C'est une nouvelle aventure depuis quelque temps, la Seigneurie. Puis là, je pense qu'il y a l'atelier qui est là aussi sur place, salle d'exposition. Donc, comme artiste là, et comme entrepreneur aussi, que la Seigneurie, ça donne quoi comme aventure jusqu'à maintenant? En fait, pour moi, l'aventure, c'est la galerie d'art et mon atelier, parce que l'aventure de l'auberge en tant que telle, c'est mon frère Sylvain. OK. Qui mène ça de bon train. Mais pour moi, la galerie d'art, c'est intéressant. Ça me permet de présenter les œuvres que je fais. Puis, c'est sûr que ce que je présente est toujours autant en tableau qu'en écriture. Alors, la saison passée, j'ai présenté Migrants, l'humanité des ombres, qui va encore être à l'auberge cet été, mais seulement en partie parce que j'ai présenté une nouvelle exposition qui s'appelle Calypso. Okay. Et ça, c'est à découvrir là, à partir du mois de juin. Donc ça, il n'y a rien qui est apparu nulle part jusqu'à présent, là, ou des échantillons par-ci par-là? Oui. En fait, dans ma galerie, présentement, il y a 3 tableaux qui mettre la page pour la prochaine Commence à faire la transition. Oui. Mais c'est toujours beaucoup de travail
excitant, mais un peu, des fois, épeurant pour un artiste de faire une nouvelle exposition, de mettre un peu ses tripes sur la table. Donc, au feeling comme ça, là, quand ça s'en vient, nervosité? Ben, oui, toujours la nervosité, mais en même temps, c'est agréable de faire ce partage-là. Ça m'apporte beaucoup l'échange. Quand les gens viennent à la galerie, l'émotion. Parce que moi, je peins par émotion, fait que dans le fond, de voir l'émotion chez les gens, ben, ça me nourrit beaucoup aussi. Ouais. C'est ce qu'un artiste veut provoquer aussi, pas juste faire quelque chose de beau, on doit ressentir quelque chose en faisant. Oui. Je retourne vers Monique. Il me semble que Louise-Amélie est vraiment active, l'organisme, en tout cas, par rapport aux événements de financement. Donc, à chaque année, il y a un vin et fromage, il me semble. Il y a le Grand Bazar, là, il va y avoir ce déjeuner-là. Je pense qu'il y a les soupes aussi, là, que ça vient de passer un peu. C'est beaucoup. Vous êtes constamment en train de préparer quelque chose chez Louise-Amélie? Pas mal, oui. On est très actifs. Par nécessité, j'imagine, les organismes ont de la difficulté des fois au financement. C'est certain que c'est par nécessité. C'est un peu par plaisir aussi, je dois le dire, parce que nos événements, quand même, on y est très attachés, puis la population est toujours au rendez-vous. Mais à l'instar de l'ensemble des organismes communautaires, le Centre Louise-Amélie est financé de façon partielle. Donc, on est invité à trouver ailleurs le financement complémentaire. Une particularité pour notre maison d'aide et d'hébergement, c'est qu'on a un taux d'occupation qui est très, très élevé. Pour le dernier exercice qu'on vient de compléter, l'année financière, nous, se termine le 31 mars. Donc, pour la dernière année qui vient d'être complétée, le taux d'occupation, je suis contente, t'es assis, a atteint 161,55 %. Ça signifie qu'au Centre Louise-Amélie, on est financé pour 12 places. 161,55 %, ça signifie en moyenne un peu plus de 19 personnes en moyenne présentes. Donc, il y a 7 places, si on veut, dans la dernière année pour lesquelles on ne recevait rien. L'an dernier, il y a eu certains investissements au printemps dernier là, consentis en violence conjugale pour les refuges, entre autres. Un financement qui nous a totalement échappé parce que c'était dédié spécifiquement aux régions qui ont une forte clientèle immigrante. Au Centre Louise-Amélie, on accueille aussi des femmes immigrantes, mais on comprendra que la proportion n'est pas très élevée parce qu'elle n'est pas très élevée dans notre communauté. Mais chaque argent est bienvenu. Mais c'est aussi que chaque région a ses particularités. C'est sûr. Et nous, ce qu'on revendique, c'est qu'une de nos particularités au Centre Louise-Amélie, c'est qu'on a un taux d'occupation qui excède la barre des 100 % année après année, et on aimerait que ça se soit reconnu. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est comme si il y a des communications faites avec les ministères concernés, etc. Ça n'a pas encore porté fruit. On continue d'espérer que ça le fera, mais pour nous, la priorité, c'est les femmes et les enfants qui ont besoin. Donc, on a la chance d'avoir une grande bâtisse avec beaucoup de chambres. Ce qui fait que pour nous, avoir 19 personnes en hébergement, elles sont confortablement installées, il y a un service qui est là pour elles. Alors, c'est très rare les refus pour manque de place parce qu'on a de la place. On n'est juste pas financé pour toute la place qu'on a, tu sais. Mais on sait qu'il y a un très grand besoin dans le milieu. Et puis, ces activités-là, c'est le Centre Louise-Amélie, mais c'est aussi la Fondation Louise-Amélie. Par exemple, le déjeuner, c'est le Centre Louise-Amélie. Le vin et fromage dont tu parlais, qui aura lieu, j'en profite pour le dire, le 11 mai prochain. Ça, c'est une activité qui est menée par la Fondation Louise-Amélie. Mais tous les sous qui sont amassés par la Fondation sont réservés au Centre Louise-Amélie. Alors, c'est notre petit coussin, ça, la Fondation Louise-Amélie. Elle est essentielle et puis on a la chance de compter sur une solide équipe de bénévoles. Excellent. Le temps file, mesdames. Donc, juste nous redire un peu les grandes lignes pour l'événement qui s'en vient. Alors, jeudi prochain, on vous attend pour un déjeuner à la Seigneurie des Monts. On téléphone pour réserver au 763-5308. Ce sera des crêpes bretonnes à 13,95 plus taxes, mais c'est surtout l'occasion de se procurer le magnifique roman Emma et Zoé. Et puis, pour l'occasion, au Centre Louise-Amélie, il y a des dames qui ont mis la main à la pâte. On va remettre un petit marque-page gratuitement. Alors, je ferai mon impoli et je vous coupe là-dessus. C'est tout pour cette semaine. Nous nous reverrons la semaine prochaine avec l'inimitable Dominique Fortier. Mon nom est Frédéric Doroy. Je vous salue et bonne semaine.